Mesdames et messieurs, chers auditeurs, bonjour, bonsoir selon vos heures et zones d'écoute. C'est toujours dans le cadre de l'émission Gabon Politique, un rendez-vous hebdomadaire initié par la rédaction de Radio Gabon que nous vous retrouvons avec l'invité du jour, Edmond Okembele-Nkogo, ancien président du Conseil économique et social de notre pays, dignitaire de la République et auteur d'un livre choc intitulé Gabon, déficit démocratique et mal développement, avec comme sous-titre Quand nos dirigeants ne peuvent plus. Et comme par hasard, ce premier tome d'une série de 3 est paru le 12 mars 2019. Le 12 mars, une date symbolique pour le Parti démocratique gabonais au pouvoir. Monsieur Edmond Okembele-Nkogo, bonjour. Bonjour. Quelle coïncidence. Laquelle? Avec l'apparition de votre livre et la date de création du Parti démocratique gabonais. Non, il n'y a pas de coïncidence. Je peux dire que le hasard n'existe pas, mais je n'ai jamais calculé pour que mon livre sorte le 12 mars parce que la programmation des sorties des livres chez les éditeurs, c'est eux qui la détiennent. Bon, peut-être c'est l'éditeur qui a peut-être eu, qui s'est dit il sort ça le 12 mars, mais je peux pas vous dire pourquoi c'est sorti le 12 mars. Ah, nous pensions c'est peut-être un hasard agréable. Ah ok, hasard agréable. Pourquoi pas. D'accord. Je suis Claudette Eoré, vous l'avez dit, et à ma droite, Achille Mwanda Moussoti. Achille, bonjour. Bonjour Claudette. Nous allons discuter avec vous, mais avant l'ouverture du débat, nous vous rappelons l'esprit et le but de cette rencontre. En effet, Gabon Politique est une tribune que Radio Gabon, la chaîne nationale, offre aux acteurs politiques et à tous ceux qui s'intéressent au débat public sans distinction d'appartenance idéologique ou de camp politique. Le but étant de permettre à chacun de défendre et partager ses convictions et visions en faveur du développement de notre pays. Et surtout pour garantir la vitalité de notre démocratie. Nous pensons que l'on ne doit pas seulement attendre les périodes de campagne électorale pour s'adresser aux Gabonais. Ce contact doit être permanent. D'où ce lieu d'échange qui se veut constructif et sans tabou. Les questions sont ouvertes, parfois embarrassantes, mais elles s'inscrivent dans la logique du devoir de vérité et de responsabilité de notre profession, tel le décrivait Albert Londres, journaliste français, que nous paraphrasons à chaque fois ici, en disant que notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. Monsieur le Président, oui. Un commentaire à ce niveau? Oui, le commentaire, c'est que nous nous rejoignons, puisque mon livre parle du mal développement de notre pays, du mal développement des pays francophones d'Afrique. Donc, je suis parti de ce constat, et dans ce constat, vous voyez bien que le développement est au corps du jeu. C'est le mauvais développement qui m'a fait réfléchir pour tomber sur, là où vous êtes tombé aussi, pour tomber sur le problème de la démocratie. C'est-à-dire, après 5 ans et demi de recherche, j'ai appris qu'il est difficile de construire un développement durable sans être dans une démocratie. Et la démocratie est la source de nos problèmes. Et comme le disait, parce que vous avez paraphrasé un Français tout à l'heure, moi aussi je dirais, comme le Français, le baron Louis, qui a été ministre des Finances vers les années 1700-1800 en France, qui disait que faites-nous de la bonne politique, je vous ferai de la bonne finance. Parce qu'il avait été nommé ministre des Finances quand la France allait vraiment très très mal. Et donc je vous dis ça, que vous ne ferez pas la bonne économie si la politique n'est pas bonne. Tout part de la politique. Bien, Achille, nous allons aborder la première partie consacrée aux questions d'actualité. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Le Gabon tente de freiner sensiblement le taux de mortalité au Covid-19. Alors, le comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre le coronavirus vient de mettre en place un service VIP pour les tests de dépistage à hauteur de 20 000 francs. Des résultats rendus plutôt possibles. Vous savez bien que c'est un service gratuit, mais aujourd'hui on parle de 20 000 francs. Alors, quelle réaction avez-vous à ce sujet? Mais la même. L'argent ne va pas résoudre notre problème. Notre pays n'a jamais manqué d'argent.
Notre pays n'a jamais manqué de personnes, puisque nous avons de plus en plus de Gabonais qui sont très très compétents. Nous avons des Gabonais qui ont de plus en plus d'expérience. Donc, que ça soit payant ou pas payant, ça ne résolvera aucun problème. Le problème, c'est que comment fonctionne notre système de santé? Les pays qui s'en sortent les mieux sont des pays qui ont des politiques de santé assez cohérentes, assez proches du terrain. Or, souvent, comme vous le dites, nous entendrons les chiffres des milliards qui ont été mis, les services VIP. Bon, je sais pas en matière de santé, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qui est VIP malade, qui n'est pas VIP. Pour voir la maladie, que vous soyez à l'opposition ou à la majorité, pour moi, il n'y a pas de différence. Bon, pour moi, ce sont les mots. Et je dis, l'argent ne va pas résoudre notre problème. Dernière préoccupation d'actualité, nous sommes aujourd'hui le 14 juillet, qui symbolise la fête nationale de la France. Et comme disait quelqu'un, une coïncidence n'est qu'une explication qui attend son heure. Voilà. 14 juillet, émission consacrée à votre ouvrage qui, en substance, accuse la France, la politique française, d'être en grande partie à l'origine du mal développement de notre pays. Quelle explication cache cette coïncidence? Mais la coïncidence, c'est le double hasard. Vous avez dit que mon livre est sorti le 12 mars. Et aujourd'hui, vous m'invitez le 14 juillet. Alors, je sais pas pourquoi c'est hasard, mais il faut quand même que je pense qu'on va mettre les pieds dans le plat. Je n'accuse pas la France. Je n'accuse même pas. J'ai découvert que c'est le système politique que la France nous a donné en héritage lors des indépendances qui crée les problèmes dans lesquels nous sommes empêtrés depuis 1960. J'ai l'avantage d'être né avant 1960 et mes aînés qui écoutent cette émission, qu'ils soient dans les villages les plus reculés du Gabon, à Mbadi, à Moulogui, Binza et ainsi de suite, mes aînés qui ont vécu avant l'indépendance, je pense, peuvent vous faire des témoignages pour dire qu'on vivait mieux avant cette époque. Pourquoi? Parce que nous n'avions pas à cette époque le même régime politique que celui que De Gaulle nous a légué lors des indépendances. Voilà le problème de fond. Donc, c'est bien ces hasards qui n'existent pas, le 12 mars, le 14 juillet. Et c'est pourquoi je dis à tout le monde que il faudrait qu'on essaye de chercher à résoudre nos problèmes par la source. Qu'on n'essaye pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de mettre la plume dans la plaie. Non, il faut d'abord savoir pourquoi il y a une plaie. Il faut aller au fond des choses. Et la plaie, c'est ce régime politique que j'appelle, puisqu'on peut déjà y aller, présidentialiste, pas que c'est moi qui l'appelle. On y arrive, voilà. On n'est pas encore dans le sujet. Quand vous voulez. Alors, nous allons parler du parcours professionnel de l'homme. Vous faites partie des dignitaires de ce pays. On a beaucoup entendu votre nom. Pouvez-vous nous rappeler votre parcours, qui est Edmond Okemvele Nkogo? Edmond Okemvele Nkogo est de la tribu Nkodjeng. C'est comme ça qu'on se présentait à l'époque. Quand vous allez dans un village, vous arrivez quelque part, vous dites d'abord votre tribu. Je suis né à Mekaga, à Oyem, dans la province du Olentem. Et c'est à Oyem, dans l'Olentem, à Minzik, que j'ai fait mes études. J'ai eu mon certificat d'études et mon concours à Minzik. À cette époque, le concours, vous voyez que le concours était encore corrigé à Libreville, et même, des fois même, pour certains de mes aînés ont été corrigés en France. Donc, j'étais parmi les gens, une cinquantaine de personnes qu'on prenait par province pour venir au lycée Léon-Bas, à l'internat, des enfants de pauvres. Je suis né d'une famille pauvre. Ma mère était matrone, elle est décédée, mon père était coiffeur. Donc, je suis né d'une famille pauvre. Et j'ai fait le lycée Léon-Bas. Après, j'ai fait l'université Omar Bongo. J'ai fait des études d'ingénieur pendant 4 ans à l'université Omar Bongo. Et après, je suis allé faire ma 5e année à l'INSA de Toulouse pour avoir mon diplôme d'ingénieur. Et je suis rentré au Gabon en 1978 à la Comilogue, dans la ville de Bakumba, qui était le centre du téléphérique entre le Mwanda et le Congo. J'ai fait 4-5 ans là-bas. Après, je suis venu à la SEG, la Société d'énergie du Gabon, où j'ai gravi toutes mes marches pour arriver en 1993, après la conférence nationale de 1990 à laquelle j'ai participé, à être élu par mes pairs, c'est-à-dire les membres des associations socio-professionnelles qui ont assisté à la conférence nationale, à être élu en 93 comme président du Conseil économique et social du Gabon. Après le Conseil, j'ai passé, comment on appelle ça, mon passage du désert pendant 8 ans.
Mais j'étais pas vraiment dans le désert parce que je suis ingénieur de formation. Donc, j'ai ouvert mon cabinet d'expertise en électricité où j'ai travaillé. Et le président de la République m'a rappelé en 2005 pour me nommer commissaire du gouvernement à la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite. J'ai été après nommé en 2011. En 2010-2011, j'ai été nommé président du conseil d'administration de la Société nationale des bois du Gabon. Après, j'ai pris ma retraite. Maintenant, je suis à retraite et j'élève les porcs dans un village du mois d'Ogoué qui s'appelle Ebelabanga, là où il y a un pont métallique qui laisse encore passer les voitures. Une belle sortie de la Oui, j'ai réfléchi avant mon retraite. Je prends la retraite le 16 novembre 2014 et j'ai réfléchi 8 ans avant pour savoir quand j'allais quitter mes fonctions, mes professions, qu'est-ce que j'allais faire. Et 4 ans après le début de la réflexion, c'est l'agriculture et l'élevage qui ont gagné. C'est comme ça que j'ai commencé à construire en 2008 ma ferme à Ebelabanga, qui n'est pas chez moi. Je suis pas né à Ebelabanga, je suis pas né dans le moyen d'Ogoué, mais j'estime que c'est le Gabon et c'est le village qui correspondait le mieux à là où je pouvais m'installer, qui remplissait au moins 7 critères. Et je me suis installé là. Et je suis jusqu'à présent, mais je vis comme à Libreville. Oui, vous êtes un produit du privé et du parapublic. Comment avez-vous fait justement pour se retrouver à la tête du Conseil économique et social qui quand même, il y a une dimension politique. C'est le public. Et puis c'est le public. Vous avez dit privé, parapublic et privé. Oui. Et public. Voilà, donc j'ai fait le tour. Mais comment je suis arrivé là? Il faut dire que depuis mon enfance, j'ai toujours été abrité par quelque chose. Un idéal qui m'a été un peu communiqué par les discours du premier président de la République, Léon Mba, qui ne voulait pas l'indépendance de 60, il voulait qu'on reste un département français, comme la Guadeloupe, comme la Guyane, ainsi de suite, et qui disait que on ne peut pas être indépendant si on n'a pas des cadres techniques surtout qui étaient bien formés, les mécaniciens, les docteurs, les ingénieurs, ainsi de suite. Et j'ai grandi avec ça à l'école en disant, je veux contribuer au développement de mon pays. Et c'est pourquoi je suis arrivé ingénieur. Et je peux dire, depuis mon jeune âge donc, j'ai toujours voulu participer au développement du Gabon. Mais j'ai constaté jusqu'à la conférence nationale en 1990 qu'on n'arrivait pas à décoller. Quand on bitumait une route, quand je suis passé sur la route de Kango-Libreville en 65-66, quand je suis venu au lycée Lomba, à l'internat, la route était bitumée. Mais aujourd'hui, vous qui habitez du côté des Sassa, tout le monde vous parle de l'état de ce tronçon qui nous a fait baver entre Ntoum et Kango. Des trous ont été vraiment profonds comme des lacs. Et même après Kango, on fait du goudron, les trous réapparaissent et puis on vient enlever le goudron et on rebitume ainsi de suite. Donc, j'ai été vraiment, j'ai été hanté par ce développement à reculons. On avance de 10 pas et puis on recule de 13, ainsi de suite. Donc, c'est pour ça quand la conférence nationale est arrivée, j'ai demandé à y participer. En tant que socio-professionnel, je faisais pas la politique à l'époque. Donc, j'y ai participé et je crois que c'est au vu du travail que j'ai fourni à la conférence, ma contribution à la conférence nationale avec les autres socio-professionnels qu'on appelle aujourd'hui la société civile, au vu du travail que j'ai produit. Et deuxièmement, pour essayer de garder la dynamique qu'on avait à la conférence nationale, les socio-professionnels avaient créé une ONG qui s'appelait ECAMA, vous avez dû entendre parler, où nous voulions vraiment rester groupés et ne pas perdre des acquis qu'on a eu à la conférence. Et c'est cette ONG qui a travaillé pour que le Conseil économique et social, qui était la seule institution qui s'occupait des problèmes économiques et sociaux, revienne aux socio-professionnels. C'est-à-dire, parce qu'à l'époque, ce Conseil économique et social était un organisme spécialisé du Parti démocratique gabonais. Donc nous avons changé les textes et l'élection qui a suivi en 93, c'est moi qui ai été élu par mes pairs. Je n'ai pas été nommé en 93. J'ai jamais été nommé. Voilà. C'était bien une élection. C'était bien une élection et d'ailleurs c'est ce qui justifie le fait que beaucoup de gens pensent que j'étais le premier président du Conseil économique et social du Gabon. C'est faux. Le premier Conseil économique et social du Gabon a été dirigé par Ngonjou. Avant 60, hein? Avant 59. C'est d'ailleurs la première institution du Gabon. Oui. La première institution. C'est le conseil avant tout le reste qui avait été mis en place. Et c'est Ngonjou. Après, on suivi les Boucavel et tous mes aînés que je salue ici. Mais peut-être qu'il précise premier président du conseil sous l'ère démocratique. Exactement. Exactement. Parce que la cassure est venue du fait que
Avant, ils étaient nommés, les présidents du Conseil, mais vous, après, c'était par élection. Par élection. C'est la différence. Voilà. Alors, nous allons aborder la partie politique, proprement dite, les enjeux politiques de votre ouvrage. Donc, vous profitez bien de votre retraite pour penser le Gabon autrement. Le fruit de cette réflexion, c'est cet ouvrage « Gabon, déficit démocratique et mal développement en francophonie ». Qu'est-ce qui justifie cette publication? Mais c'est la suite de ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai été hanté par le fait que nous n'arrivons pas à nous développer. Ben, écoutez, je suis rentré dans la maison Georges Raouri. Je crois que j'étais à l'inauguration de cette maison. Je ne vous fais pas un dessin. Ce bâtiment était beau, et même encore beau. Mais qu'est-ce qui manque? C'est l'entretien. C'est l'entretien. L'ascenseur ne marche pas, les peintures, et ainsi de suite. Mais je crois qu'on met beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts à construire des choses, mais après l'entretien ne suit pas. Regardez quand vous sortez d'ici, vous allez aux immeubles des affaires étrangères. Mais c'est terrible. Ce bel immeuble avec des vitres teintées qui faisaient l'honneur, la dignité du pays, se retrouve aujourd'hui en lambeaux, au point où le ministère a même déménagé. Donc, c'est ce problème-là. Avant d'arriver à la retraite, j'avais commencé à interroger mes aînés pour dire, mais comment on n'arrive pas à faire quelque chose? On fait un caniveau, on met des dalles. 10 ans, 15 ans après, les dalles ne sont plus là, les caniveaux sont bouchés complètement. Alors, donc j'ai commencé à interroger mes aînés. Le premier qui a vraiment fait le déclic dans ma tête, c'est le docteur Benjamin Goubou, qui m'avait reçu pendant 3-4 heures à Mayumba, puisque je suis aussi un peu de Mayumba maintenant. Pas un peu, je suis de Mayumba, et à qui j'avais posé des questions, et qui m'avait dit des choses. Je lui dis, mais cher aîné, pourquoi vous n'écrivez pas? Et le docteur, le ministre, ancien ministre aussi, Benjamin Goubou, m'a dit, mais écoute, je n'écris pas parce que tout ce qui existe autour de nous, tout ce que nous faisons en matière politique, c'est du mensonge. Je dis, ah bon, mensonge, comment? Il dit oui, parce que si j'écris, je vais écrire la vérité. Et la France, ils vont dire au président que je suis contre sa politique et tout, et il va me chercher des ennuis. C'est pourquoi je ne peux pas écrire, et puis je ne veux pas laisser mes enfants dans les problèmes. J'arrive aussi, quelqu'un que j'ai vraiment beaucoup fréquenté vers la fin de sa vie, c'est le premier ministre Léon Modiam. Je lui pose aussi des questions, il me dit voilà, ça s'est passé comme ça, ça s'est passé comme ça, ça s'est passé comme ça. Et puis je dis mais tout ça, et puis le premier ministre Modiam avait quelque chose de spécial, il avait une très bonne écriture, une très bonne plume, comme vous le dites. Mais je dis mais vous pouvez écrire? Il dit non, c'est du mensonge, tout ça là. Moi je ne vais pas écrire le mensonge, je suis pas dedans. Je dis comment, quel mensonge là? Il dit oui, tout ce qui est là que vous voyez, c'est du mensonge. Un ancien premier ministre. Ah oui, il me l'a dit. Et je lui ai dit, mais comment, faut écrire quand même après vous, on va publier. Et je suis allé même jusqu'au point de lui offrir un petit magnétophone pour qu'il enregistre des choses qu'il peut nous dire pour les générations futures. À son décès, il n'a rien enregistré. Donc, c'est au vu de ça, quand le 16 novembre 2014 arrive, j'ai 60 ans pile. Et je me pose la question, mais Edmond Okembele, tu as fait la morale, des leçons à tes aînés qui n'écrivent pas, mais où est ton livre? Et j'ai dit, bon allez, moi je vais laisser un livre. Et c'est comme ça que j'ai commencé le 16 novembre 2014 à commencer à réfléchir sur quoi je vais écrire. Bon, j'aurais pu faire une biographie, comme l'avait fait mon aîné, le dignitaire, Jean-François Ando, comme l'a fait Soneron Mapangou, et comme ont fait les autres. Mais j'ai trouvé que la biographie n'allait pas apporter quelque chose par rapport à ma question sur le développement. C'est pourquoi j'ai écrit sur quelque chose qui me tient à cœur, c'est le développement de mon pays. Voilà un peu comment l'idée m'est arrivée. C'est sorti après 5 ans, une grossesse que j'ai gardée pendant 5 ans et demi. Achille, une préoccupation? Oui, mais on s'inscrit dans ce que vous avez écrit comme ouvrage. Qu'est-ce qui justifie d'abord même le choix du titre de l'ouvrage? Mais le choix du titre, c'est ce que je vous ai dit. Je n'ai pas compris pendant toute ma carrière pourquoi nous n'arrivons pas à nous développer de manière continue et durable. On avance de 5 pas, on recule de 6. On avance de 8 pas, on recule de C'est pour ça que vous avez utilisé l'expression reculant? Oui, nous avançons en reculant. On avance et puis on recule, on avance et puis on recule. Et à la fin, on recule encore plus qu'avant, ce que j'ai dit tout à l'heure. Une route qui était bitumée se retrouve complètement, on vient la décaper. C'est qu'on a reculé plus qu'avant. Monsieur le Président, on va à approche conceptuelle. Qu'entendez-vous concrètement du déficit démocratique quand on sait qu'une démocratie, en quel que soit le pays, elle est toujours inachevée partout?
Mais oui, mais vous avez raison. Quand je dis déficit, je n'ai pas dit zéro démocratie. Je n'ai pas dit que le Gabon a une démocratie. Vous savez, d'après ce que j'ai appris, la démocratie, c'est comme les tremblements de terre. Il y a le niveau 1 à l'échelle de Richter, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, niveau 6, jusqu'au niveau 7. La démocratie, c'est pareil. Une démocratie zéro, ça n'existe pas. Même en dictature, il y a toujours un peu de démocratie. Mais ce que je constate, c'est que les pays francophones sont à une démocratie d'un niveau en dessous de la moyenne. Et je vais m'expliquer. Quand vous lirez mon livre, vous verrez en annexe, j'ai fait un travail pour classer tous les pays du monde du point de vue démocratique. Et je peux vous dire que la France, qui est notre tuteur du point de vue politique, même économique, la France est classée 27e démocratie du monde. Est-ce que quand vous écoutez RFI, un Gabonais peut penser, ou un Africain francophone, que la France est 27e démocratie? Alors, quand il y a des problèmes ici, quand nos présidents, nos aînés, les présidents de la République, Omar ou bien Sassou, font des choses, nos opposants écrivent à Chirac, écrivent à Giscard ou bien à Macron pour dire, ben oui, le président fait la dictature, fait ceci, ne veut pas l'expression, tout ça là. Mais quand vous regardez vous-même comment la répression se fait en France, vous venez de suivre les gilets jaunes. La répression, c'est quoi? On gaze les gens. Il y a des fois même plus de dégâts. Les gens qui perdent leur œil, ainsi de suite. Parce que des gens ont voulu défiler. Alors, comment voulez-vous écrire à quelqu'un lui-même déjà qui peut faire pire pour dire non, ici, là, vous faites mal, essayez de nous aider. Donc, la France elle-même, 27e démocratie. Les pays francophones africains occupent la queue du peloton dans ce classement qui n'est pas fait par aucun vélé, qui est fait par un cabinet londonien qui le fait tous les ans depuis 2005. Et les pays africains francophones surtout sont à la 120e, 134e place des démocraties dans le monde. Donc, par rapport à l'échelle, effectivement, la France elle-même, dans ses classements, n'est pas une démocratie pleine. Les démocraties pleines s'arrêtent à 20. On l'appelle là-dedans, c'est une démocratie imparfaite. La démocratie, quand on voit un peu les grands théoriciens, en se référant un peu à Alexis de Tocqueville, qui pense que la démocratie est justement l'expérience d'un décalage entre le souhaitable et le possible. C'est qu'on est toujours, on tend toujours vers, elle ne sera jamais. Je trouve que la définition de Tocqueville est très compliquée. Je vais essayer de vous donner une définition simple. C'est la définition d'Abraham Lincoln. C'est une définition qui est tirée d'un discours qu'Abraham Lincoln avait prononcé le nom va me revenir. Alors, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait fait un discours après que la guerre qu'il y a eu entre les Américains, ils ont son côté, les unionistes ont gagné la guerre. Et il dit, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est plus simple que Tocqueville, un peu moins, un peu plus, un peu moins, un peu plus. C'est plus simple. Et vous verrez que les pays qui sont au haut du classement des démocraties sont des pays où la première institution constitutionnelle de ce pays, de cette république, de ces républiques, c'est d'abord le Parlement. Parce que c'est le Parlement qui réfléchit et qui représente le peuple. Les pays où le Parlement est en dessous du pouvoir exécutif, comme c'est le cas en France et dans les pays francophones, sont moins sans démocratie que ceux qui ont d'abord le Parlement. Après le Parlement, vous avez l'exécutif en bas. Vous avez même le président de la République en dessous de l'exécutif. Vous voyez, parce que le président de la République, dans une démocratie, est arbitre et autorité morale et il s'occupe aussi des affaires étrangères, des affaires extérieures. Est-ce que vous comprenez? Là, on est en démocratie. La définition de Tocqueville, c'est un peu compliqué pour moi, quoi. La définition de Lincoln aussi est un peu idéaliste, parce que le peuple, pour le peuple et par le peuple, c'est ce qu'on nous fait passer, mais ce peuple-là, pour les pays de l'espace francophone, c'est vraiment une illusion. Non, c'est pas une illusion, le peuple existe. Oui, comment il existe, mais quel pouvoir il existe? Quelle place le peuple voilà. Dans la démocratie francophone? Le peuple est en 3e position. Oui. Puisque dans le fonctionnement des institutions, vous avez d'abord le président de la République dans les pays francophones, au Gabon ou en France. Le président de la République s'appelle Macron. Après, vous avez le premier ministre qu'on vient de nommer là, M. Castex. Et vous avez enfin le président de l'Assemblée. Voilà le classement des protocoles démocratiques constitutionnels dans les pays francophones. Alors que dans les pays comme, je dirais, les grandes démocraties, vous avez d'abord le Parlement. Après, vous avez le premier ministre ou le chancelier en Allemagne qui est l'exécutif. Et après, vous avez le président de la République. Et si vous posez la question aujourd'hui à quelqu'un, s'il connaît le nom du président de la République allemand, il vous dira pas.
s'il connaît le nom du président de la République israélien, il vous dira pas. S'il connaît du président de la République éthiopien, il vous dira pas. Parce que nous, on fonctionne dans un système francophone où RFI nous dit que la première institution du pays, conforme à la constitution française et francophone, c'est le président de la République. Et c'est là où vient le problème. Donc on est dans le gouvernement du président de la République, pour le président de la République et pas le président de la République. Voilà. Est-ce que c'est ce constat qui vous amène à parler de démocratie parlementaire et du fédéralisme? Oui, c'est ça. Les meilleures démocraties au monde sont parlementaires. Quand vous allez voir le classement, vous avez eu le livre, et je vous ai donné des documents, vous verrez que tous les pays qui ont des démocraties parlementaires, où c'est le Parlement qui est au-dessus, sont plus démocratiques que les pays où le Parlement est en troisième position ou en deuxième. Alors, pourquoi dites-vous que les pays d'Afrique francophone avancent à reculons et reculent des retards et des déficits de plus en plus importants sur le plan de la démocratie et du développement? Qu'est-ce qu'on peut comprendre concrètement? Est-ce que les gens ne souffrent pas de plus en plus dans nos pays francophones? Je parle au Gabon, j'entends les gens, je vais avec les gens. Moi-même, je peux dire que nous souffrons de plus en plus. Pourquoi? Parce que la démocratie n'est pas assez installée dans notre pays. Et maintenant, les gens ne savent plus à quoi faire. À partir du moment où vous confiez tous les pouvoirs d'un pays à une seule personne qui s'appelle le président de la République, alors que les pays démocratiques confient les pouvoirs ici au Gabon à 200 personnes qui sont au Parlement, en Chine c'est 3000 personnes, c'est différent. Un proverbe de chez moi dit que un seul doigt ne peut pas enlever la chenille de palme là dans le trou. Or, les pays francophones fonctionnent avec un seul doigt. C'est le président qui réfléchit tout, c'est le président qui dicte tout, c'est le président qui exécute tout. Monsieur Okenvele, vous nous apprenez quelque chose de nouveau. Nous savons que selon la Constitution, il y a 3 pouvoirs au Gabon. Allez-y. Le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir parlementaire. Ouais. Le pouvoir exécutif, c'est combien de personnes? Mais c'est le président de la République et le gouvernement. Voilà. Bon, le gouvernement, vous savez bien que le chef du gouvernement, c'est le Premier ministre. Bien sûr. Même si le président préside le gouvernement, c'est là où vous avez raison de dire que c'est un seul pouvoir, le gouvernement et le président de la République. Mais c'est une seule personne. Vous-même, vous savez que tous les décrets, vous avez été nommé à la RPG. De l'exécutif. Oui, mais il y a une seule personne qui décide. C'est 2 institutions différentes. Vous avez le président de la République et vous avez le Premier ministre, même s'ils ne sont pas d'exécutif. C'est le président de la République élu au suffrage universel direct qui décide. Alors que dans les démocraties, le président qui est un arbitre, qui est une autorité morale et qui s'occupe des affaires extérieures, ce président est élu par le Parlement. C'était comme ça avant les indépendances. Et ça marchait mieux comme ça. Et c'est De Gaulle, en 58, quand il arrive au pouvoir, qui dit, comme la France avait des problèmes, au lieu de bien réfléchir sur la source des problèmes que la 4e République avait, au lieu de réfléchir, c'était un militaire, il dit non, terminé, vous me donnez tout ça. C'est lui qui commande le pouvoir législatif, c'est-à-dire c'est son parti, comme il est majoritaire, c'est pratiquement comme ici, vous voyez, c'est le président, comme en France, qui désigne le bureau de l'Assemblée nationale. Il y a pas match, c'est indirect. Parce que son parti a été majoritairement élu. Oui, mais son parti, mais c'est lui qui désigne. C'est lui en tant que tel. Dans les régimes parlementaires, il y a aussi des partis majoritaires, mais il y a débat entre plusieurs personnes. Or, il désigne pratiquement ça de manière discrétionnaire. C'est ça la réalité. Moi, je vous parle des faits. Je ne vous parle pas de la théorie. C'est cette constitution qui est le fondement de cette politique nationale. Mais le Gabon n'est pas le seul pays, bien les pays francophones ne sont pas les seuls pays à avoir une constitution. Je vous dis et je vous répète que ça marche mieux dans les pays où, quand on veut faire quelque chose, souvent, ce sont des élections qui mettent des gens au pouvoir. Est-ce que vous-même, quand vous voyez des élections du bureau du Parlement, c'est bien sûr le groupe parlementaire qui va élire, ils sont majoritaires. Mais quand vous allez plus loin, au niveau des investitures, qui investit les gens? C'est encore le président de la République. Dans les autres démocraties, ce n'est pas comme ça. On passe au primaire. Mais ils ont un secrétariat exécutif au niveau du parti au pouvoir. Ils ont mieux que ça. Ils ont mieux que ça. Dans les pays démocratiques, il y a la base qui désigne ces candidats. Les gens viennent de la base. Je suis dans le parti, c'est la base qui fait des élections et qui dit, bon voilà, c'est elle, c'est Achille qui va nous représenter. Mais chez nous, c'est pas ça. Soit c'est le président qui désigne, soit c'est le dernier mot, c'est le président qui dit, Achille, bon, même si on l'a désigné là-bas, à Makoukou, moi je ne veux pas de lui, je mets Okenvele. Est-ce qu'il y a un pays non francophone qui est africain, que vous nous citez un exemple? Mais je vous cite beaucoup de pays. En Afrique? Je vous donne même un bloc. Vous avez voyagé en Afrique? Vous avez été dans des pays francophones, des pays anglophones?
Un peu. Vous avez été au Cameroun? Parce que le Cameroun a deux côtés. Oui, bilingue. Bilingue. Après, il y a deux côtés. Oui. Quand vous visitez le côté francophone du Cameroun, mais c'est différent du côté anglophone. Chez les anglophones, c'est plus développé. Chez les anglophones, ça marche mieux. Quand vous allez, même au Nigeria, ça marche un peu mieux. Les anglophones qui contestent en permanence au Cameroun? Mais ils contestent parce que c'est pas ils veulent la démocratie. Qui a développé cette partie du Cameroun? Mais c'est l'Angleterre et les Allemands. Avant la réunification. Oui, avant la réunification, oui. Après la guerre mondiale, après 1945, à la conférence de Berlin, où on a partagé tout ça. Vous comprenez? Avant, il y avait Air Afrique. Avant, il y avait Air Gabon. Avant, il y avait ceci, il y avait cela. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve quoi? Ethiopian Airlines, Kenyan Airlines, un label. Air Afrique du Sud Airlines. Pourquoi? Parce que cette zone francophone marche mal. Je ne sais même pas comment le peuple va me poser la question. Allez à l'aéroport, vous voyez les avions décoller. Quand vous allez en Éthiopie, l'Éthiopie c'est plus que nous. Mais vous voyez le développement, ça progresse. Et les gens sont plus en démocratie que chez nous. Et vous pensez que la cause principale, c'est la référence à la 5e République, à la Constitution. À la Constitution. C'est la cause principale. Parce que je vais vous donner un exemple. Dans les pays anglophones, quand le président veut nommer un ministre, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la proposition au Parlement. Et si le Parlement trouve que ce ministre, c'est quelqu'un qui a déjà contribué à détourner l'argent du pays, à faire prouver des mauvais actes, ainsi de suite, le Parlement dit non, monsieur le président, cherchez quelqu'un d'autre et celui-là ne passe pas. Et il ne passera pas. Que ça soit aux États-Unis, que ça soit en Allemagne, que ça soit même en Espagne, dans les pays qui ont ces régimes parlementaires, c'est comme ça. Alors que chez nous, c'est de manière discrétionnaire. Le président de la République, Omar Bongo Ondimba, lui-même l'a dit à plusieurs reprises, d'un chien, je peux en faire un ministre, et je crois qu'il en a fait. Et vice-versa, d'un ministre, je peux en faire un chien, et il en a fait. Parce que c'est de manière discrétionnaire, c'est de manière personnelle et privée qui nomme les gens. Avant les indépendances, comment on faisait pour avoir une promotion? Il y avait 3 voies. Soit vous êtes élu, soit par rapport à l'expérience, à la durée que vous avez dans les fonctions, vous êtes directeur, et puis vous avez passé par exemple 4 ans ou 5 ans sans avoir une sanction, et on vous dit vous passez maintenant directeur général adjoint. Vous voyez, c'était comme ça. La 3e, c'est soit un concours, et on prend les 10 premiers, et vous passez, machin. C'était pas par la nomination. Aujourd'hui, dans les pays francophones, on arrive à nommer des gens professeurs par décret. Comment voulez-vous? Nous sommes aujourd'hui dans un monde mondialisé, si on peut dire. Donc, où la compétition s'impose. Mais si vous ne permettez pas la compétition, vous tuez l'effort, et vous tuez le pays. Voilà un petit peu, pour vous donner un exemple du système de la constitution francophone que je remets en cause. Oui, elle a tué l'effort au Gabon. Oui, en quoi cette façon de faire de l'Afrique ou de notre pays, en quoi la France est responsable, puisqu'en France, on ne le fait pas? Mais si, en France, c'est pareil. En France, c'est pareil. Comment le premier ministre qui est parti, comment s'appelait, Édouard Philippe a été nommé. Édouard Philippe n'a jamais appartenu au cercle des 30 personnes qui ont aidé Macron à arriver au pouvoir. Il n'était pas là. Macron arrive au pouvoir avec un groupe d'une 50aine de personnes. Maintenant, pour choisir le Premier ministre, il va le choisir dans quelqu'un qui n'a jamais participé à ça. Un Juppéen? Un Juppéen en plus. Macron n'avait même pas de parti. Alors, je continue à voir. Aujourd'hui... Castex, il était de l'administration. d'En Marche. Et puis, il était d'En Marche. Un proche de Sarkozy. Alors, est-ce qu'il était En Marche? Mais dans un pays parlementaire, vous ne pouvez pas le faire. Pour être Premier ministre, vous devez être d'abord élu député dans un parti. Vous devez être élu député. Ce que le Gabon a eu quand même à prendre ce modèle au sortir de la conférence nationale. On a quand même vu les gouvernements qui sont sortis. Ce gouvernement, sur 40 ministres, il y a combien qui ont été députés dedans? Je vous dis, la condition dans un pays parlementaire, c'est que il est rare. Il y a certains postes qu'on peut donner quand on ne soit pas député. C'est peut-être le poste des finances, certains postes. Mais la plupart, dans un régime parlementaire, on choisit le Premier ministre dans les députés. Je ne dis pas que le Gabon est une grande démocratie parce que notre Premier ministre, Julien Kobé-Kalé, a été élu d'abord député. Mais en général, quand vous regardez, le président de la République peut nommer un Premier ministre, même vous-même qui êtes assis ici, même si vous n'êtes pas député, alors que c'est impossible dans un régime parlementaire. Je ne suis pas sûr que vous trouverez plus de 50% dans les gouvernements, dans les pays francophones qui sont des députés. Bon, vous évoquez la question du déficit démocratique et mal développement. Oui. Alors, est-ce que finalement nos pays africains doivent d'abord consulter le volet culturel avant peut-être de copier ce qui revient de l'Occident? Bon, dans mon livre, vous verrez que d'après mes recherches,
j'ai tort ou j'ai raison, d'après mes recherches, je dis, pour sortir du bourbier dans lequel nous sommes, surtout en Afrique et surtout dans les pays francophones, il y a 3 solutions. La première solution, c'est restaurer nos valeurs traditionnelles, culturelles traditionnelles, positives, qui ont été détruites par l'esclavage et par la colonisation. Nous sommes comme ça parce que on nous a coupé de nos racines. Il n'y a pas un peuple au monde qui s'est développé étant coupé de ses racines. Je le dis dans mon livre, nous sommes comme les cosmonautes, en apesanteur. On ne peut pas s'appuyer sur quelque chose. La force là, c'est notre culture, sont nos racines. Et il faut prendre les racines positives. C'est pourquoi je salue le Mbazulu, le gars de la RDC qui est allé enlever une statuette au Quai Branly. Il a posé un acte qui montre que nous sommes attachés à notre culture. Il n'y a pas eu tant de cas que ça, on n'a rien cassé, vous voyez. Moi, je ne suis pas pour la violence. Mais cet acte montre que on nous a amené quelque chose là-bas qui manque aujourd'hui en RDC. C'est le retour à nos valeurs culturelles. Aucun pays ne peut se développer sans ça. Les Chinois s'y sont forts aujourd'hui parce qu'ils ont d'abord mis 20 ans de révolution culturelle. Vous comprenez? Après, ils ont ouvert et puis maintenant, aujourd'hui, ils sont forts. Tous les peuples sont forts d'abord par leur culture. C'est la première solution. Donc, tout ce qu'il y a dans le Mélan, dans le Bouti, dans le Ndjembe, dans le Mweri, ces valeurs culturelles, vous-même, est-ce que vous trouvez normal qu'aujourd'hui, on nous ait dit oui, il ne faut plus la polygamie dans nos sociétés, et on nous dit il faut voter une loi pour débénaliser l'homosexuel. Mais entre la polygamie et l'homosexuel, franchement... Pour ce qui concerne le Gabon, la polygamie est bien valable. Mais oui, elle est valable, mais... Parce que nous sommes attachés à nos cultures. Vous étiez encore jeune, peut-être vous n'étiez pas encore né. Pour être citoyen français, on les appelait à l'époque les évolués ou les civilisés, avant l'indépendance. Tu ne pouvais pas avoir la nationalité française pure si tu n'étais pas monogame, si tu n'étais pas chrétien, ainsi de suite. Donc, ceux qui avaient la polygamie ne pouvaient pas être français, ne pouvaient pas avoir la carte d'identité. D'accord. Monsieur Okenvele, après le volet culturel, quel autre... Le deuxième pilier, c'est changer notre modèle constitutionnel. C'est-à-dire ce modèle présidentialiste qui donne tous les pouvoirs à une seule personne, le changer vers un modèle parlementaire et fédéral. En somme, c'est un problème de partage. Le modèle français que nous avons que nous avons appliqué depuis l'indépendance est un modèle qui rend les gens égoïstes et qui est favoritiste. Vous avez parlé de l'égocentrique. C'est ça que j'appelle l'égoïsme. Quand vous concentrez, vous devenez égoïste. Quand vous concentrez, et puis deuxième, quand vous avez un pouvoir que c'est vous qui faites tout, vous faites des favoritismes, poste là. D'où les erreurs de casting dont vous parlez dans la presse depuis l'indépendance. Donc, ça c'est la deuxième chose. Il faut changer ce régime pour un régime de plus de partage et qui prend le mérite. Notre société traditionnelle, avant que la colonisation arrive, était des sociétés de partage. Alini, qui est mon aîné, me disait l'autre jour, quand on a discuté, me dit, chez nous les Batéké, il a regardé un peu mon livre, il y a quelque chose qui me revient. Un chef n'a jamais participé quand on partage un gibier. Jamais. On pense au chef. Le chef est loin et on pense à lui, et c'est lui qui a souvent la grosse part. Or, ici, chez nous, dans la culture française qu'on nous a donnée, c'est le chef lui-même qui a le couteau pour partager le gibier et qui prend d'abord la plus grosse part. Vous comprenez? Voilà les choses qu'il faut. La nouvelle constitution permet plus de partage et plus de mérite. C'est-à-dire les gens sont obligés de faire l'effort. Les Gabonais aujourd'hui se battent pour quoi? Nous nous battons pour plus d'indépendance pour notre pays. Malgré ce qui s'est arrivé en 60, mais nous dépendons toujours énormément de la France. Du point de vue politique, du point de vue économique, du point de vue de nos nourritures, du point de vue de nos médicaments. Donc, on n'est pas indépendant. Deuxièmement, nous nous battons, les Africains nous battons aujourd'hui pourquoi? Pour être plus libres, que les citoyens soient plus libres. Le système, la constitution francophone que nous avons rend les citoyens plus dépendants. On attend le chef, on attend le président de la République. La signature des le jour documents. que le président parle, tout le monde croit que sa vie va changer. Quand il y a conseil de ministres, tout le monde est derrière son poste, quoi, sa vie. Donc on attend. Et un de mes aînés, qui est anthropologue, le professeur Émile Mbott, disait que la seule compétence que maintenant que nous avons ici au Gabon et dans les pays francophones, c'est la compétence d'attendre. On attend. Mais est-ce qu'on peut être libre quand on attend? On est libre quand on a un minimum de moyens, un minimum de souveraineté, un minimum de pouvoir, de moyens. Or, ce minimum, nous ne l'avons pas. Ce minimum est donné dans les mains du président de la République et c'est lui qui nous donne quand il veut, quand il ne veut pas, quand il les nomme quand il veut. Mais non, les Gabonais doivent se battre pour arracher le minimum, la souveraineté qui permet à ceux qu'on attend, qu'on ait la machette quand on veut aller au champ. C'est ce qui vous amène à parler de contre-pouvoir? Oui, dans les systèmes parlementaires, il y a des contre-pouvoirs qu'on peut appeler aussi des garde-fous.
qu'il faut à ce que tu ne peux pas faire n'importe quoi. Il y a toujours une institution qui te dit, mais monsieur le président, vous voulez faire ça, ça là, ça ne passe pas. Parce que la loi me permet de vous dire que top. C'est ça la constitution qu'il faudra, une constitution parlementaire. C'est comme ça que ça marche là-bas. C'est pour ça que vous parlez aussi des communautés, mise en place des communautés fédérales Oui, le fédéralisme, pourquoi? C'est toujours dans le partage. Dans mon livre, vous qui l'avez lu, Madame Eworé, j'ai fait une simulation d'un Gabon qui est conduit aujourd'hui par un budget de manière centralisée. Puis j'ai pris le cas de 2015, où le Gabon avait déclaré au FMI que le budget est de 2078 milliards. Mais j'ai dépioté pendant plus de 6 mois ce budget de 2015. 95% du budget du pays est dépensé à Libreville et géré à Libreville. Dans un petit cercle de 22 000 km entre le ministre des Finances, la présidente de la République, le Parlement, ainsi de suite. Ça fait 1996 milliards de budget. On ne donne à nos provinces que 5% de ce budget. C'est-à-dire à peine moins de 100 milliards. Mais avec tout cet argent, c'est normal que même les fous qui sont dans nos provinces viennent à Libreville. On se rend même compte pour ça, ils ne sont pas fous. Qu'est-ce qu'ils suivent? Ils suivent le budget, ils suivent les pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif. Une espèce de concentration. Voilà, des pouvoirs. Donc, le fédéralisme permet justement de donner à chaque province les pouvoirs en fonction de leur population d'abord. Chaque étranger qui est venu a pris sa part. Dans ces pays parlementaires, c'est impossible parce que c'est uniquement le Parlement qui partage. Et les circuits sont verrouillés et contrôlés par le Parlement. C'est plus facile. Monsieur Okembele, Yes. votre ouvrage est presque une révolution sociopolitique. Et pour opérer un tel changement de paradigme, il faut des éléments, il faut des indicateurs. Vous vous appuyez sur quoi pour que votre proposition prospère? Je m'appuie sur les Gabonais. Je m'appuie sur leur constat. Les Gabonais voient bien que ça ne va pas. Quel genre de Gabonais? Parce qu'il y a des Gabonais qui veulent sortir de là. Mais qui ne savent pas que c'est possible. Comment faire pour qu'ils adhèrent? C'est ce que vous faites aujourd'hui. C'est la première fois que je viens à Radio Gabon. Les gens vous écoutent. Et en vous écoutant, ils vont commencer à réfléchir. Est-ce que ce que je le dis est vrai? Est-ce que le président de la République, effectivement, a tous les pouvoirs? Comment y arriver? Oui. Il faudrait que chaque Gabonais comprenne que l'argent qu'on lui amène pour dire, voilà, vous êtes ceci, vous allez faire la campagne, c'est l'argent qui vient d'une seule caisse, qui est la caisse de l'État, qui est la caisse de tout le monde. C'est pas l'argent personnel du président de la République. C'est pas l'argent personnel du Premier ministre. C'est pas l'argent personnel du ministre. Mais c'est toute une éducation à faire. Et je vous dis, c'est pas une question de 2, 3, 4 jours. Je vous dis, c'est pas une question d'Ali Bongo. Je vous dis, c'est pas une question de Mar Bongo. C'est pas une question de Léomba. J'ai mis 5 ans et demi à réfléchir mon pays. Nous n'avons pas un problème d'homme. Léomba était bon. Omar était bon, Ali est bon. Oui, monsieur Okembele, pour vous citer, lorsque vous avez paraphrasé Jean-Jacques Rousseau, nos dirigeants politiques sont pour la plupart bons, mais c'est la Constitution et les textes d'application qui les corrompent et font de bons ou de mauvais dirigeants. Concrètement, dans l'espace francophone, qui est bon d'après vous? Non, je vous dis, les gens sont bons. À l'époque de l'indépendance, nous n'avions pas de médecins, nous n'avons pas d'ingénieurs, nous n'avons pas machin à l'époque de l'indépendance. Qu'est-ce qui pourrit nos ingénieurs? Qu'est-ce qui pourrit notre président? C'est la Constitution qui dit qu'on doit lui placer tout l'argent du pays dans ses mains et que c'est lui qui décide. Quand vous avez trop de pouvoir comme ça, vous ne pouvez pas réfléchir. On ne gère pas l'abondance. C'est la société qui dit tous les gens qui sont fonctionnaires, même presque les chefs de quartier, j'abuse, chefs de service, c'est le président qui les nomme de manière discrétionnaire. Depuis Libreville, il nomme le chef de service de Mbengi. Est-ce que vous voyez la distance? Dans l'excès de pouvoir, tue le pouvoir, vous voulez dire? Tue le développement, tue la démocratie. Je veux bien insister sur cette affaire-là. Oui. Vous, Achille, on vous donne tout de suite dans les mains 1 milliard de francs. Qu'est-ce que vous faites quand vous sortez de cette salle? Je vous donne 1 milliard. Mais écoutez, il faut bien réfléchir. Sinon vous allez dilapider les moyens. C'est ce que nous faisons. Quand vous avez trop de moyens, vous ne réfléchissez plus assez. Vous ne réfléchissez pas assez. Vous faites n'importe quoi. Je vous dis, et j'ai l'habitude de dire quand je présente que moi, Okembele, Ali est au palais. Vous me prenez, vous me mettez à la place d'Ali. Je ne ferai pas mieux que lui. Ce sont des histoires. Dès que je serai là-bas, vous n'aurez même plus mon numéro de téléphone. Vous n'aurez même pas plus mon numéro. Vous ne pouvez même plus m'appeler. C'est le système qui vous façonne. C'est le système qui nous détruit. Qui a détruit. Ça veut dire qu'il faut changer ce type de système. Il faut changer ce système. Il faut le changer. Et passer au fédéralisme. Et au parlementarisme, oui. Au Gabon, je parle du passage à la Deuxième République. À la Deuxième République. Ouais. La première, c'est celle qui a été mise en place entre De Gaulle et Léomba et qui continue jusqu'à maintenant. Qui émane de la Constitution française.
de la communauté française. Bon, là, c'est long à développer. Bon, c'est des choses que j'ai eu à apprendre. Et maintenant, la deuxième, c'est si demain, en 2023, nous votons un président de la République qui dit qu'il faut changer ce modèle constitutionnel, ce sera la deuxième République pour prendre un modèle parlementaire et fédéral. Mais est-ce que vous voyez aussi l'enjeu? Dire à quelqu'un que vous allez proposer quelque chose qui va vous affaiblir. Mais je ne compte pas sur le président de la République pour changer ce modèle. Parce que ça, sinon, c'est trop demandé aussi. Quand même, dans les élections, on dit quoi? On dit, oui, vous me nommez président de la Cour constitutionnelle. Il y a un match de boxe. Je boxe avec Achille. Et Achille et moi, à la fin du 9e round, nous sommes tous les deux debout. Et on se lève. Vous nous tenez entre les deux et on vous dit qui a gagné. Moi qui vous ai nommé, qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous allez dire c'est moi qui ai perdu. Non, vous allez dire c'est moi qui ai gagné. Si c'est au point. Maintenant, si vous gagnez par KO, si Achille me bat par KO, vous pouvez pas dire Achille a perdu alors que moi je suis en train de me morfler par terre. Donc, ce que je demande aux Gabonais, c'est qu'en 2023, ils doivent battre les gens qui vont dire qu'on continue avec le même système par KO. Et il y a les moyens, Madame Eworé. Il suffit de voir les dernières élections de 2016. Les Gabonais qui sont à l'âge de voter, ils sont environ entre 900 et 1 million. Il n'y a que 595 000 Gabonais qui se sont inscrits sur les listes électorales. Vous avez pratiquement déjà 350 000 qui ne sont pas inscrits, mais qui ont l'âge de voter. Vous comprenez? Après, dans les 595 000 qui sont inscrites, il y a seulement que 350 000 qui sont allés voter. Vous avez encore plus de 200 qui sont là. Vous avez donc 200, plus les 300 et quelques, vous avez 500 et quelques personnes qui ne sont pas allées voter, qui n'ont pas cru le besoin d'aller s'inscrire. Il ne suffit pas de changer seulement le président de la République. Moi, je peux vous dire, si vous changez Ali, les Gabonais ne vivront pas forcément mieux. Ils peuvent même vivre pire. Condé, que j'ai rencontré ici quand le président Bongo était là, il a critiqué son prédécesseur à Conakry. Tout le temps. Mais depuis qu'il est arrivé, la Guinée est maintenant divisée en 4 ou en 5. Si vous gardez le même système, c'est-à-dire le même modèle constitutionnel, qui est un modèle qui concentre les pouvoirs uniquement sur une seule personne, vous ne changerez pas le pays. Et aujourd'hui, je continue maintenant à me battre pour dire aux Gabonais, attention, vous avez un moyen, c'est le vote. Et deuxième chose, c'est pas les hommes politiques là qui sont mauvais. C'est le système qui leur donne trop de pouvoir. Dans un régime parlementaire, je donne un exemple. Un ministre ne change pas le secrétaire général du ministère. Un ministre ne change pas le directeur général de la RTG. C'est faux. Un ministre change que son cabinet. S'il a amené son directeur de cabinet ou son chef de cabinet et que le chef de cabinet travaille mal, ou même à la limite sa secrétaire particulier, il peut les changer. Mais il ne peut pas changer un directeur. L'émission tire à sa fin. Allez-y. Nous allons quand même vous poser 2 dernières questions. À quand la sortie des 2 autres tomes, puisque vous avez annoncé que c'était le premier? Quand j'ai écrit mon livre, je ne savais pas que j'allais arriver à cette période-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que après que le livre soit sorti, j'aurais pu le faire. Vous le dédicacez, vous le mettez en bibliothèque. Edmond Okembele a écrit un livre. Pour moi, c'est pas suffisant. La souffrance que les Gabonais ont aujourd'hui me fait dire que même moi, quand j'étais au lycée Léomba, on me donnait les pantalons cadeaux, on me donnait les chaussettes, on me donnait les chaussures, on me donnait les savonnettes tous les mois. Avec mes draps étaient repassés, lavés tous les mois. J'ai connu ça. Je veux que mes enfants et mes petits-enfants connaissent un peu ça. Sinon mieux. Parce que, excusez-moi, le budget du Gabon a été multiplié par 10 ou par 15 entre les années 65 quand j'étais au lycée et maintenant. Alors que la population a été multipliée par 3 ou par 4, nos enfants et nos petits-enfants devaient vivre mieux que nous. C'est ce bien-vivre-là, ce bien-être qui est le contenu du 2e tome, vous voulez dire? Mais déjà ce premier, si vous changez de modèle constitutionnel, les gens vont voir mieux le fruit du budget de l'État. La suite, elle va apparaître quand je me serai battu, et ce que je suis en train de faire, je veux me battre pour qu'en 2023, le président de la République, qui serait élu au Gabon, doit être celui qui va dire on partage. Où est-ce qu'on peut se le procurer, ce livre? Le livre, malheureusement, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de succès, il n'y a plus un seul exemplaire, même en France. Aujourd'hui, il ne pouvait plus parce qu'il est en rupture de stock. En Afrique, pareil. Mais l'Harmattan va sortir un exemplaire d'ici la fin du mois d'août. Toujours en France, vous n'avez pas pu publier en Afrique? Mais par contre, je vais faire une confidence. La traduction de ce livre en anglais est terminée et il sera sûrement édité en Afrique, je crois au Nigeria, dans quelques mois. Un pays fédéral. Un pays fédéral parce que les pays francophones ont déjà le français. Maintenant, je vais m'adresser au Nigeria parce que le Nigeria aussi a un petit problème. C'est qu'ils ont fait un petit mélange
entre le présidentialisme français, où le président est élu au suffrage universel, et le parlementarisme, où il y a ce fédéralisme derrière qui a le partage, vous voyez, où les ministres pour être élus doivent passer par le Parlement. Donc ce petit mélange, c'est ça qui crée les problèmes du Niger aujourd'hui. Et c'est cette histoire le président qui se croit au-dessus du Parlement qui gaspille le Nigeria. Et voilà, chers auditeurs, c'est ainsi que prend fin cette émission Gabon Politique. Nous avons reçu Edmond Okembele Nkogo, ancien président du Conseil économique et social, ingénieur à la retraite. Il vient de publier un ouvrage de haute portée sociopolitique dans lequel il dénonce l'état du modèle démocratique présidentialiste français de la Ve République qui sécrète de plus en plus, selon lui, des abus de pouvoir, des inégalités insupportables. En somme, toutes sortes de maux qui aggravent le déficit démocratique et le mal développement dans l'espace francophone dont fait partie le Gabon. Un essai à lire absolument pour la culture générale. Merci, Monsieur le Président Okembele. Je vous remercie, Monsieur Mwanda et Madame Ewore. Merci également à nos auditeurs. Cette émission a été réalisée par Herman Osunga, la coordination assurée par Ali Reynald Radjumba sous la supervision de Bertrand Ebiagengwe. À très bientôt avec un autre invité sur Radio Gabon, la référence. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.